Le mot microbe, littéralement petite vie, est introduit par le chirurgien français Charles-Emmanuel Sédillot en 1878 pour désigner tous les êtres vivants infiniment petits. Mais leur histoire débute bien avant. Cette histoire débute avec un drapier hollandais, Anthony van Leeuwenhoek. Il sera le premier en 1680 à décrire des microbes à l'aide d'un microscope de sa fabrication. Il va à l'aide de son microscope observer et dessiner des bactéries présentes dans le tartre de ses dents. Il va aussi observer des levures de bière. Il est ainsi la première personne au monde à avoir vraiment décrit des microbes. L'abbé Lazzaro Spallanzani fut le premier quant à lui à avoir l'idée de cultiver des microbes dans du jus de viande placé dans un flacon. Il démontra en 1765 que les microbes ne se développent pas si le jus de viande a été bouilli et reste à l'abri de l'air. En revanche, si le liquide vient en contact avec l'air, les microbes se développent. Il montra aussi que les microbes se multiplient en se divisant en deux, puis encore en deux. C'est la raison pour laquelle ils envahissent rapidement le milieu de culture. Ces travaux ont participé à la remise en cause de la théorie de la génération spontanée, où l'on croit que le non-vivant peut se changer en vivant, et que par exemple des souris peuvent naître spontanément d'un tas de chiffons, ou des asticots sortir d'un morceau de viande. Cette théorie sera définitivement abandonnée que bien plus tard grâce à Louis Pasteur. À la suite des travaux de Spallanzani, divers chercheurs observent et décrivent des microbes, tandis que s'améliorent les microscopes. Mais leur rôle et leur importance dans les épidémies restent insoupçonnés. C'est un obstétricien hongrois, Ignaz Semmelweis, qui a failli comprendre le lien entre microbes et épidémies. En 1846, il va exiger de ses étudiants en médecine pratiquant des dissections de cadavres qu'ils se lavent les mains à l'hypochlorite avant tout examen. Et c'est grâce à ce lavage de mains à l'hypochlorite qu'il réussit à diminuer dans sa maternité la mortalité des patientes lors de l'accouchement de 27% à 0,23%. À l'époque, la théorie des maladies microbiennes n'a pas encore été formulée. C'est pourquoi Semmelweis conclut que c'était une substance cadavérique inconnue qui provoquait la mort. À la même époque, un homme va réussir à établir le lien entre maladies infectieuses et microbes. Il s'agit d'Agostino Bassi. En 1807, il commence à étudier une maladie touchant le ver à soie. La chenille se couvre d'une fine poudre blanche et meurt. 25 ans de recherche lui sont nécessaires pour qu'il puisse enfin démontrer que cette maladie est contagieuse et causée par un champignon microscopique. En 1844, il tira des conclusions similaires concernant la rougeole, la syphilis, la peste et la variole, qu'il attribuait à des parasites vivants. Ses travaux n'eurent pourtant aucune audience dans le monde scientifique et il mourut totalement ignoré. Le médecin Casimir d'Avesnes est connu principalement pour ses travaux sur la maladie du charbon. L'expression maladie du charbon provient de la teinte noire que prend le sang des animaux et les pustules des êtres humains contaminés par la maladie. En 1850, il découvre un micro-organisme dans le sang, une bactérie, le bacille charbonneux, connu aussi aujourd'hui sous le nom d'anthrax. En 1863, D'Avesnes prouve qu'une maladie animale peut être transmissible à l'homme à cause d'une bactérie. Ces découvertes sur la maladie du charbon sont considérées comme la première preuve de l'origine microbienne d'une maladie transmissible à l'homme. C'est Robert Koch qui va reprendre les travaux de Casimir d'Avesnes. Il va mettre en évidence le cycle du bacille du charbon en 1874 et va réussir à mettre le microbe en culture. Il développe à cette occasion des méthodes encore utilisées aujourd'hui, des techniques de coloration, des techniques de mise en culture et d'identification de toutes sortes de bactéries. En 1882, il isole la bactérie responsable de la tuberculose dont la transmission se fait principalement par voie aérienne. Il va mettre au point une méthode de culture et va prouver en inoculant la bactérie cultivée à des lapins que le germe est bien responsable de la maladie. Ce germe lui doit son nom, le bacille de Koch. En 1883, au cours d'une expédition en Égypte, il isole l'agent microbien du choléra. Il va prouver peu après le rôle de l'eau dans la transmission de la maladie. Mais pour les Français, c'est le nom de Pasteur qui reste attaché à la naissance de la microbiologie. Pasteur a beaucoup travaillé sur la fermentation, qui est un processus chimique transformant les sucres en alcool. Il identifie les acteurs de cette fermentation, ce sont des levures et des bactéries. C'est grâce à cette fermentation que l'on peut faire de la bière à partir des sucres des céréales comme le houblon, ou alors à partir du fruit comme le raisin de faire du vin. En 1860, après avoir réaffirmé le rôle des organismes vivants dans la fermentation, Pasteur ajoutait « Je n'en ai pas fini cependant avec toutes ces études. Ce qu'il y aurait de plus désirable serait de les conduire assez loin pour préparer la voie à une recherche sérieuse de l'origine de diverses maladies contagieuses. » N'étant pas médecin, Pasteur ne cherchait pas particulièrement à faire l'étude des maladies contagieuses quand le ministère de l'Agriculture lui demanda d'étudier la pébrine, une maladie contagieuse des vers à soie.
Après avoir résolu ce problème, il s'attaqua à d'autres maladies contagieuses. Il découvrit alors des micro-organismes agents de diverses maladies aussi bien de l'homme que des animaux. Par exemple le redoutable staphylocoque doré, responsable de furoncles et de l'ostéomyélite, une inflammation de la moelle osseuse. Mais aussi le streptocoque de la fièvre puerpérale, cette maladie combattue par Semmelweis. En étudiant en 1879 le choléra des poules, il découvre que l'injection d'une préparation vieillie du microbe protège les animaux contre l'infection. Il appelle ce phénomène la vaccination. Le 31 mai 1881, devant une foule de journalistes, de médecins et de vétérinaires, il injecte une culture virulente de charbon à 48 moutons. 24 moutons ont reçu au préalable une préparation atténuée, inoffensive. 2 jours plus tard, 22 des moutons non traités sont morts, 2 sont en agonie, tandis que les 24 vaccinés restent bien vivants. C'est l'enthousiasme général. Toutefois, Pasteur craint de passer à l'expérimentation sur l'homme, dont il mesure bien le danger. De plus, le corps médical s'y oppose. Il va travailler ensuite sur l'élaboration de son célèbre vaccin contre la rage, qu'il teste uniquement sur des chiens. Et puis, le 6 juillet 1885, on lui amène un enfant de 9 ans, Joseph Meister, mordu par un chien supposé enragé. C'est donc en cette année 1885 qu'il fait ses premiers essais sur l'homme. Pasteur hésite, car il n'est pas sûr que le chien soit arrangé. Mais finalement, Joseph Meister reçoit 13 injections réparties sur 10 jours. Il s'agit d'injecter dans le corps du jeune garçon un broyat de moelle de lapin mort de rage et conservé depuis 15 jours. Ce broyat renferme le microbe de la rage atténué et donc inoffensif. Joseph ne va pas développer la rage, il semble maintenant immunisé. Si un comité d'éthique avait existé à l'époque, ce que fit ensuite Pasteur sur Joseph Meister n'aurait jamais été autorisé. Car pour vérifier l'efficacité de son vaccin, vérifier que Joseph soit bien immunisé, il a procédé à une injection de contrôle. Cette injection de contrôle consiste à essayer de tuer Joseph en lui injectant le microbe actif de la rage, qui lui sera fatal si le vaccin n'a pas été efficace. S'il en réchappe, on conclut que le vaccin est efficace. Pasteur conclut. Joseph Meister a donc échappé non seulement à la rage que ses morsures auraient pu développer, mais à celle que je lui ai inoculée pour contrôle de l'immunité due au traitement. Rage plus virulente que celle des rues. 2490 personnes recevront le vaccin au cours des 15 mois suivants. Pourtant, l'agent responsable restera invisible jusqu'à la découverte des virus en 1938. Mais c'est une autre histoire. En classe, tu chercheras à comprendre à travers différents exemples comment peut s'effectuer la contamination des microbes pathogènes, c'est-à-dire comment se fait la transmission des microbes pathogènes et par quelle voie ils pénètrent dans le corps humain. Enfin, tu répondras aussi à la question suivante, les microbes sont-ils tous pathogènes ?